Salut à tous, bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle masterclass. On va commencer pour tenir les timings, il y en a qui vont prendre en route. Philippe, je t'invite à te dévoiler à la communauté. Euh, et alors, Philippe, juste, est-ce que tu peux activer ton micro parce qu'on a mis tout le monde en mute, sauf toi. Parfait. Alors, bonjour à tous. Salut Philippe, on t'entend bien. Parfait. Parfait. Et déjà, ravi pour les petits nouveaux. Il y a pas mal de nouveaux qui nous ont rejoints récemment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Grégoire Even, je suis le cofondateur d'Up Together. Je me prête au jeu d'animer ces masterclass avec nos mentors. Donc pendant 1h15, l'idée c'est que on discute avec Philippe Plantive, qui est le directeur de Proginov, qu'on est super content d'accueillir aujourd'hui. Moi, Philippe, je l'ai connu à travers les TEDx. Je ne sais pas si vous connaissez ces conférences. Et Philippe, il avait fait une TED sur comment est-ce qu'on peut faire progresser son entreprise autour du partage. J'avais trouvé ça super chouette. Et j'ai un peu creusé, et puis on s'est rencontré avec Philippe. Et ce qui m'a marqué chez Philippe, c'est qu'il est hyper zen, alors qu'il manage une grosse boutique et pas mal d'équipes. Et je trouvais ça intéressant au vu souvent de ce qu'on a dans les ateliers ou quand on fait des onboarding. Il y a toutes ces problématiques de comment est-ce que je peux manager sereinement, avancer dans mon management, faire grandir mes équipes tout en restant à la fois zen, mais en demandant la performance. Donc ça, c'est un sujet qui nous semblait intéressant de partager autour de Philippe, à qui je vais donner la parole dans une seconde. Et juste pour ceux qui ont déjà fait d'autres masterclass, on innove chez Up Together et on a la chance d'avoir Perle qui a rejoint notre équipe et qui ponctuellement prendra la parole pour rentrer peut-être plus profondément sur certains outils. C'était une de vos demandes, c'est d'avoir un peu plus de concret. Voilà, donc c'est ce que Perle fera dans cette masterclass, qui sera donc en 3 temps. Et après, Philippe, promis, je te donne la parole et je me tais. Donc 3 grands temps sur comment manager sereinement. On l'a construit de la manière suivante, c'est comment est-ce qu'on peut d'abord bien connaître son équipe. Pour Philippe, c'est super important pour bien manager, c'est bien connaître les gens avec qui on travaille. Donc il va nous livrer la manière dont il fait. Après, il y avait aussi beaucoup cette notion de conflit en interne entre différents services, qui revient beaucoup aussi. Donc là, c'est comment il l'aborde. Et enfin, c'est cet équilibre vie pro, vie perso, où là aussi, on trouvait ça intéressant de creuser. On se pose toujours la question, à quel moment j'éteins mon portable, est-ce qu'en tant que manager, où s'arrête la frontière, et on trouvait ça intéressant de l'aborder. Comme d'habitude, vous posez vos questions dans le chat. On va être entre 20 et 30 aujourd'hui. Donc, on essaiera quand même de vous donner la parole si certains d'entre vous veulent creuser des sujets. On l'avait fait avec Marion Lambert la dernière fois, c'était très chouette. Donc, voilà. Mon cher Philippe, salut. Est-ce que tu peux, en 2 mots, te présenter et puis nous dire en 2 mots ce qui est Proginov et puis après, on rentrera très vite dans le vif. Je te laisse la parole. Merci Grégoire. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. On a préparé cette réunion effectivement avec Grégoire et les sujets sont tellement variés dans l'écosystème Proginov que on a dû faire quelques focus pour pouvoir vous éclairer au mieux. Proginov, c'est avant tout une entreprise de 260 personnes, 85% des salariés sont actionnaires. Nous réalisons un chiffre d'affaires de 38,5 millions à fin 2018. On est en croissance à 2 chiffres encore cette année. Nous adressons donc une clientèle d'industriels et de distributeurs dans le monde à la fois, je dirais, de l'ERP, donc du logiciel de gestion d'entreprise, et puis également dans le monde de l'hébergement de données critiques à caractère confidentiel, puisque nous avons nos propres data centers sur la Chevrolière, donc au sud de Nantes. C'est un métier complexe sur lequel repose évidemment toute une alchimie à la fois en termes de connaissances informatiques, de connaissances des métiers de nos clients. Et donc, en fait, la valeur première dans une entreprise comme la nôtre, c'est évidemment les femmes et les hommes qui composent notre effectif.
Ok. Merci pour la présentation. Juste le chiffre aussi qui marque Proginov, c'est le côté le turnover super faible. Oui, sur un secteur où on va dire qu'en province, on est sur un turnover qui est de 20 à 25%. Sur l'Île-de-France, on est au-delà de 30%. Et Progineo, effectivement, est à peu près 1% de turnover, plutôt qui s'explique par des mouvements, on va dire, personnels de collaborateurs, plutôt que, effectivement, par une frénésie de recherche absolue du job merveilleux avec un salaire encore plus gros. Ok, top. Merci Philippe pour cette intro. Peut-être en 2 mots, toi, Philippe, tu viens d'où et voilà. Ok, donc moi j'ai donc 46 ans. J'ai commencé à travailler chez Proginov en tant que stagiaire. C'était à l'époque où j'étais en BTS Action commerciale à la Joliverie. Et donc en fait, ce secteur qu'est l'informatique n'a jamais été un secteur de prédilection pour moi. Je suis un commerçant, fils de commerçant volailler, donc rien à voir avec le secteur. La seule chose qui me passionne depuis toujours, c'est l'entrepreneuriat, l'entreprise, la stratégie qui quelque part, va mener l'homme et le collectif de l'entreprise vers des objectifs à atteindre. Et tout ça avec une vraie cohérence de vie, en étant aligné sur à la fois qui nous sommes et ce qu'on représente en termes de portée collective au travers de l'entreprise. Donc, de stagiaire, j'ai commencé comme commercial, puis directeur commercial, directeur général délégué, directeur général et président maintenant depuis 5 ans. Ok, cool. Merci Philippe beaucoup pour la présentation rapide. Pour qu'on rentre vif dans le vif du sujet, je vous rappelle, nous l'idée c'est vraiment qu'on vous apporte un maximum d'infos concrètes. Encore une fois, vous posez vos questions. On va commencer cette masterclass en abordant comment est-ce qu'on peut bien connaître son équipe. C'est-à-dire que y a pas mal de gens. Alors, quand on a un turnover en plus important, il y a toutes les questions d'onboarding qui reviennent. Mais toi, ce que tu me disais, Philippe, quand on préparait cette masterclass, c'était de l'importance de connaître à la fois les envies, mais aussi les contextes personnels de chacun. Ça, c'était quelque chose qui revenait beaucoup dans tes propos. Cette importance, quand même, et ça fait partie du job de manager, à ton sens, c'était de bien connaître les gars de son équipe et les femmes qui la composent. Alors, toi, comment tu fais pour connaître les gens et où situe la frontière, comment tu fais et quels sont les conseils que tu donnerais aux managers Up Together? En premier lieu, je pense que c'est un élément très simple. À partir du moment où on le vit et on ne se ment pas, connaître ses collaborateurs, c'est rien que du naturel et pas d'additif. Il n'y a aucun additif là-dedans. Ça doit être vraiment du naturel. Donc il faut se comporter de la même manière qu'on se comporterait le week-end ou dans le monde associatif. Être aligné sur soi-même. Et si on a du mal dans la relation aux autres, eh bien, il est évident que d'un point de vue managérial, ce sera assez complexe de pouvoir avancer sereinement. Souvent, mes collaborateurs qui me rencontrent le week-end constatent que je suis le même. Je ne suis pas sur un jeu de rôle en tant que dirigeant de Proginov quand je suis dans la structure. Et donc, le naturel, rien que du naturel. Ensuite, ça passe par des choses très simples là encore. Le bonjour du matin est essentiel. Alors, évidemment, quand je vous dis ça, peut-être que vous allez vous dire, il est bête, lui, forcément que c'est essentiel. Sauf qu'en fait, comme toute habitude ou comme tout rituel, eh bien, on a tendance évidemment à le passer à un moment donné sous silence et à l'oublier. Il en va de même dans nos couples, il en va de même dans notre famille, dans nos associations dans lesquelles nous pouvons nous investir en tant que bénévoles. Eh bien, le diable se cache dans les détails et ces détails de tous les jours, il faut absolument les entretenir et être fidèle à ces détails-là. Donc ce bonjour-là, il permet d'avoir une connexion avec les collaborateurs. Évidemment qu'à 260, je ne peux plus saluer la totalité de l'effectif de Proginov, mais il en reste que j'arrive au moins à croiser 50 à 60 personnes par jour. Très bon test pour savoir déjà si on maîtrise ou non le prénom du collaborateur. Autant vous dire qu'un collaborateur qui rentre dans une structure de 260 personnes, pour lui, c'est extrêmement compliqué de pouvoir se familiariser et mémoriser les noms et associer les personnes, évidemment, à chaque service. Donc, c'est bien à nous de faire l'effort parce que pour nous, l'effort est moindre puisque nous sommes déjà en maîtrise de l'essentiel de l'effectif et il faut faire cet effort de pouvoir bien accueillir ces nouveaux. Ensuite, dans cette relation quotidienne, eh bien, vous percevez instantanément, à l'image de ce que vous avez avec votre conjoint, avec vos enfants,
Si le bonjour est, on va dire, serein, s'il est compliqué, il y a le langage non verbal, il y a une certaine sensibilité. Et ça nourrit aussi, pourquoi pas, quelques doutes. Et un collaborateur qui ne serait pas terrible dans son bonjour du matin pendant 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours d'affilée, vous croisez avec d'autres dirigeants et vous dites, mais il y a quand même un truc qui a l'air de le tracasser en ce moment, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est vraiment les faits tous les jours, l'effort à fournir tous les jours. Ensuite, le perso et le pro, c'est 2 éléments. J'ai participé au CJD, je suis actuellement à l'APM. Je vous appelle d'ailleurs aujourd'hui de mon lieu d'APM. Cette notion, il y a une notion qui est très souvent utilisée, du moins très souvent traitée dans le monde des organismes patronaux ou d'encadrement, c'est la solitude du manager, la solitude du dirigeant. Moi, je ne me sens pas seul du tout parce que, avant tout, je me suis toujours mis à disposition de mes collaborateurs et j'ai toujours été en curiosité de savoir à qui je m'adressais. Et je pense qu'il faut absolument entretenir ça, avoir cette empathie, ce souci du détail pour ne pas faire d'ingérence dans la vie personnelle de vos collaborateurs, mais à minima savoir de quoi ils sont composés en version off vis-à-vis de vous. Parce que ça peut vous aider à comprendre pourquoi ils réagissent de telle ou telle manière dans le contexte professionnel. Et c'est souvent très intéressant et enrichissant. Et là, Philippe, juste, je me permets de te couper, c'est toujours hyper compliqué de savoir jusqu'où on peut aller pour connaître la vie perso de quelqu'un de notre équipe. Sinon, on risque de tomber dans le copinage. On peut même avoir des rapports quand on a des gens plus jeunes, presque maternels, voire paternels. Enfin, je trouve ça toujours super compliqué pour nos managers de situer la frontière. Toi, comment tu fais et c'est quoi et comment tu vas percevoir ces informations-là sans tomber dans trop de copinage ou voilà où est la ligne rouge? Alors, merci Grégoire. Effectivement, c'est un élément assez complexe à maîtriser. Je dirais qu'un peu, enfin, bon, on a tous des personnalités différentes, des traits de personnalités différentes. Il ne faut pas surjouer, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on discute de ça aujourd'hui que demain, il va vous falloir investir énormément de temps de façon caricaturale avec vos collaborateurs. Ils vont sentir le truc venir et tout de suite, ils vont se dire, voilà, qu'est-ce qu'il va me demander? Il y a quelque chose de caché derrière tout ça. Autrement dit, on est à la manœuvre. Donc, il faut faire très, très attention à en effet, rester dans le naturel, ne pas surjouer. Et puis, il m'est arrivé par le passé de travailler à la réintégration, par exemple, de jeunes papas ou de jeunes mamans dans l'entreprise et qui prenaient très dur la difficulté de revenir et de se remettre en rythme avec l'entreprise, puisque lorsque vous revenez chez Proginov après 3 mois, 4 mois, 6 mois de congé parental, vous vous retrouvez complètement dépassé par le rythme et vous avez l'impression d'être complètement has-been. Et il faut être au contact pour ne pas hésiter à aborder certains sujets perso sur lesquels vous n'apporterez pas de solution, parce que ce n'est pas à vous d'apporter les solutions perso aux problèmes de vos collaborateurs, mais la connaissance que vous avez su entretenir par des moments extra-professionnels, aller déjeuner avec les uns, aller déjeuner avec les autres, parler de choses qui n'ont pas forcément trait à l'entreprise, mais simplement se comporter comme quelqu'un étant soucieux de savoir si la personne, d'abord comment sa vie est composée, s'il a des enfants ou pas, si effectivement il pratique un sport ou pas. Et il y a toujours des moments qui s'offrent à nous en tant que manager où vous pouvez vous mettre à disposition sur le temps du déjeuner, où vous pouvez vous mettre à disposition sur des activités extra-pro, sur du sport dans le cadre du CSE et autres. Et il faut mettre à profit ce temps-là. Un temps qui est assez génial, c'est le temps du voyage. Lorsque vous partez en mission à l'étranger, soit sur un colloque fournisseur, j'en reviens, j'étais 3 jours à Barcelone la semaine dernière, j'ai passé 3 jours avec 8 de mes collaborateurs sur la cellule d'ingénierie. Moi qui ne suis pas du tout un ingénieur de formation, j'ai partagé à la fois de la connaissance professionnelle. J'étais très heureux de voir que ces gens-là étaient hyper pertinents et je suis fier de les avoir à mes côtés. Mais en même temps, évidemment qu'on a toujours fini dans les bars le soir et que c'est la franche rigolade. Bien sûr que le tutoiement est de rigueur et bien entendu, on sait
vraiment nouer en fait nos personnalités en dehors de l'aspect professionnel. Donc, il faut absolument que vous arriviez à un moment donné à faire la paix avec votre titre ou avec vos fonctions pour vous mettre vraiment d'égal à égal avec les personnes que vous avez dans votre équipe. Ok, super. C'est vrai que cette notion d'égal à égal revient souvent. Et donc, pour toi, ça fait partie du job de manager de connaître quand même, on va dire, certaines bases, la date d'anniversaire, Ouais. si la personne, comment elle est accompagnée dans sa vie perso, ces deux, trois hobbies. Mais pour toi, en tout cas, toi, pour ta sérénité et bien piloter tes équipes, ça fait partie de tes conseils, quoi. Oui, parce que en fait, c'est sur des petites attentions que les gens vont se dire, tiens, bah, je compte pour lui. C'est-à-dire que le matin, quand vous lui dites bonjour et que vous l'appelez par son prénom, c'est tout bête, mais vous lui démontrez que c'est pas un numéro. Et puis, si vous avez entendu dire que, par exemple, il a un gamin qui a été hospitalisé, et si la semaine suivante, vous lui demandez juste ça va ton enfant, eh bien, il va apprécier ce genre de marque. On n'est pas en train de surjouer, on est juste en train de se renseigner sur l'évolution de l'actualité perso du collaborateur sans faire d'ingérence, encore une fois. Ça, c'est hyper important. Le fait de surjouer voudrait laisser entendre que nous serions en mesure d'apporter des solutions à tous ces problèmes perso, mais en fait, on n'est pas là pour ça. Alors, et avant qu'on passe au sujet de connaître plutôt la personnalité de ces équipes, j'ai une question en privé, mais alors je vous le dis, hein, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en public, hein, ce qui se dit là reste entre nous. C'est une personne qui nous dit comment on fait pour traiter une situation de conflit une fois qu'on s'est rapproché personnellement. C'est un vrai sujet. Alors, en fait, vous parlez de situation de conflit parce que vous avez décrété que c'était un conflit. Je pense que la posture que vous avez à adopter quand vous avez quelque chose qui ne vous plaît pas ou vis-à-vis du comportement d'un collaborateur qui ne serait pas dans la lignée de ce que vous souhaitez, eh bien, il ne faut pas forcément dramatiser la chose. Il faut savoir en parler sans manquer de respect, sans être tout de suite dans le rapport de force. Et surtout, en revenir aux règles essentielles que vous avez coutume d'appliquer pour la totalité de votre effectif. Les règles de savoir-être sont quelque part à édicter aussi, mais vous ne pouvez pas les écrire et puis les afficher au mur. Le savoir-être, c'est plus compliqué, plus complexe que ça. Mais par contre, si vous êtes constant dans votre façon d'être avec l'ensemble de vos collaborateurs, les collaborateurs sauront très bien qu'à un moment donné, il y a des choses sur lesquelles vous ne dérogerez pas parce que vous agissez sur un équilibre dit collectif. Et donc, si un collaborateur n'est plus en phase avec l'idée que vous faites de son job, eh bien, vous devez pouvoir lui dire avec une certaine assertivité, et donc on aura peut-être la possibilité de développer l'assertivité tout à l'heure, mais vous mettez le problème sur la table et vous lui exposez, et il ne faut pas avoir peur du problème en tant que tel. Sans quoi, autrement, si vous ne l'abordez jamais, il ne va faire que s'envenimer, et vous serez forcément là, pour le coup, face à un rapport de force. Donc il ne faut pas tarder à traiter les sujets, y compris quand ça devient glissant, il faut les gérer au plus vite. Ok, top. Effectivement, on parlera d'assertivité. Je vois il y a Marc qui est là. On en avait parlé pendant un atelier. Salut Marc. On reviendra sur cette technique. Toujours dans ce temps 1 qui est l'importance de bien connaître son équipe. Toi, comment tu fais pour connaître la personnalité? C'est-à-dire, on parle souvent des couleurs, on a des animaux, on a tous nos petits totems. Je ne sais pas si vous êtes prêtés à ces différents tests. Il y a Perle qui nous en donnera quelques-uns. Facile à mettre en place dans son équipe. Mais pour toi, c'est quoi justement tes outils pour bien connaître ton équipe? Enfin, d'ailleurs, leur personnalité plus précisément. D'abord, il y a plusieurs choses. Tu parlais de onboarding tout à l'heure à propos à propos de Up Together. Donc, à l'embauche déjà, on a un rituel qui est immuable. Et en fait, il y a des tests de recrutement qui sont faits chez Proginov basés sur les tests de QI et compagnie. Mais après, il y a toute une batterie en fait d'entretiens
Et on va aller chercher, une fois que les tests de QI sont faits, on sait de quoi est fait le moteur, grosso modo, et ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la personne en tant que telle. Et donc là, on est 4 personnes à auditer en permanence, les collaborateurs qui sont pressentis pour rentrer chez nous, et on procède exactement de la même manière pour les personnes qui rentrent chez nous en contrat pro. Une fois qu'on a fait ça, on arrive à avoir des questions qui font qu'on va s'éclairer sur la personnalité de la personne. Mais vous avez un instantané à l'embauche, et puis après, il y a les premiers instants, effectivement, quand vous vous retrouvez face à un jeune collaborateur. Son expérience est faite de sa personnalité, mais aussi de ce qu'on lui a donné, ses parents, bien entendu, ses premières expériences. Nous avons édicté chez nous, en fait, une espèce de grille d'évaluation. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais on a été obligé de le faire parce que passer du temps pour évaluer 260 personnes, ça peut être rapidement lourd, et nous n'avons pas de DRH chez Proginov, et on n'en voulait surtout pas, puisqu'on ne veut pas de filtre entre la direction générale et le collaborateur. C'est un choix qu'on a fait, et je respecte tout à fait, bien sûr, les DRH, mais le choix que nous avons fait, nous, c'est effectivement de faire en sorte que, plutôt que d'avoir un DRH, nous avons créé une cellule RH qui est composée d'administrateurs de Proginov. Et donc, il y a 4 personnes en permanence dans cette cellule RH, et 3 personnes en tournant également. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure, puisqu'on aime bien croiser beaucoup les impressions sur les gens. La grille d'évaluation que nous avons réalisée, d'ailleurs on s'est un peu planté au départ parce que c'était une grille de notation et en fait c'était trop scolaire, donc on a revu ça cette année parce qu'en fait voilà, c'est un modèle, Proginov est un modèle qui évolue en permanence, et donc voilà, on fait des choses qui peuvent être en partie bien, moins bien, et donc on corrige le tir. Cette grille s'appelle Miracle. Ça correspond tout simplement à une signification par lettre. Donc, vous avez M comme management, I comme implication, le R qui est la remplaçabilité, c'est à se rendre remplaçable, faire grandir les autres. L'apport au groupe, donc là, c'est vraiment la personnalité de la personne à pouvoir se fondre dans le groupe et l'entretenir, le groupe, d'un point de vue relationnel. Le C pour la compétence, le L pour le leadership et le E pour l'empathie. Ces critères-là sont évalués, donc plus notés, mais donc maintenant évalués chaque année pour chaque collaborateur. Et ça nous permet de suivre en permanence l'évolution du collaborateur. Et sur chacun des critères, ce qui est intéressant, c'est de garder en fait l'historique pour pouvoir se dire, tiens, c'est assez marrant, mais sur ce critère-là, il est en décrochage. Et pourquoi il décroche ? Et il peut décrocher parce que tout simplement, soit sa mission professionnelle ne lui correspond plus, et là, effectivement, je me retrouve à traiter un problème managérial en interne, soit parce qu'il y a un souci avec le chef d'équipe ou avec un collaborateur qui est dans le même bureau, des incompréhensions, soit le décrochage peut être aussi dû à un problème perso. Et donc, on reboucle sur le perso, mais la personnalité d'un collaborateur, quelle qu'elle soit, et Dieu sait si dans l'informatique, on a parfois des profils qui sont très renfermés, ou plutôt des taiseux, et donc pas toujours facile à lire, eh bien, il nous faut ces éléments de sonde pour pouvoir se dire, tiens, il y a quelque chose qui a bougé. Il y a quelque chose qui a bougé. On n'est pas là pour dire, comme un psychologue, bah, écoute, mets-toi sur le divan et explique-moi ce qui se passe. Ouais. Mais on va pouvoir lui dire de façon précise, écoute, sur tel critère, ton évaluation est en baisse. On ne peut pas faire d'ingérence, mais on peut essayer au moins de savoir pourquoi il y a eu une affection de l'évaluation, et auquel cas il va s'ouvrir ou pas. Mais si on fait les choses plutôt bien, avec beaucoup d'empathie, il arrive à s'ouvrir, et on va découvrir qu'il est en divorce, on va découvrir qu'on lui a découvert une tumeur, ou que un de ses enfants est en difficulté. Et nous, notre job là-dedans, eh bien, c'est d'aménager d'une certaine manière le quotidien professionnel du collaborateur par rapport à ce qu'il est en mesure de nous donner à ce moment-là. Parce que je ne crois pas au manager qui dit tout le temps à ses collaborateurs, les mecs, vous devez donner 200%. Ça ne marche pas, ça. En fait, et pourquoi tu ne crois pas ça Mais moi, j'y crois pas parce qu'on ne peut jamais donner plus que 100% de base. Mais 100% de la condition dans laquelle vous êtes actuellement. On est potentiellement tous des handicapés de la vie, par rapport à la maladie, par rapport à un divorce, une séparation, que sais-je, un veuvage ou autre. Et à des moments précis dans la vie, eh bien, il nous faut pouvoir
nous, en tant que professionnels, se dire on va attendre 100% de lui, mais 100% simplement de ce qu'il peut nous donner à ce moment-là. Sachant pertinemment qu'il n'est pas à 100% de ses capacités pour des raisons perso, pro, à nous de les analyser et d'apporter effectivement des réponses à ça. Et comment tu les utilises? On a Alice qui nous demande dans les EAP, enfin les entretiens annuels, ça a une place importante ou carrément ça les remplace? Alors, ça ne les remplace pas, hein, parce qu'un entretien, bon, voilà, l'inspection du travail est là et on doit évidemment se conformer à un certain nombre de questions qui sont absolument essentielles pour nous conformer et donner quitus si on est inspecté. Par contre, ça intègre évidemment en complément ces entretiens-là, sachant que on abordera un peu plus loin, je crois, Grégoire, la notion de référent peut-être, ou tu veux que j'en parle maintenant? Tout à fait. Non, on en parlera tout à l'heure. Et je voulais juste savoir si vous, c'était super intéressant cette notion effectivement en fait, d'évolution, pas de la personnalité, mais en fait du momentum du collaborateur. Et moi, j'aime beaucoup quand tu dis voilà, toutes ces phrases un peu classiques, faut donner à 200%. Enfin, je trouve ça chouette qu'un patron dise faut arrêter de dire ce genre de choses. Ça fait du bien de l'entendre. Après, moi, j'avais aussi toutes ces questions sur tu sais, les tests, et c'est pas, et peut-être que vous les faites pas, hein, je me rappelle plus ce qu'on s'était dit, mais souvent, on dit que dans une équipe, il faut pas mettre que des gens qui sont des fonceurs, qui sont rouges, des gens qui sont jaunes, qui sont plutôt, voilà. Vous avez ce genre de choses en interne, et après, je passerai la parole à Perle, qu'on a repéré 2-3 pour les partager avec les managers. Ok, donc nous, on le pratique pas encore, mais dans le cadre de l'APM, j'ai eu effectivement un intervenant qui était sur les accords Toltec. Peut-être que ça parle à certains qui sont connectés aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, on a eu l'occasion de faire le test des 4 couleurs. À l'évidence, de toute façon, il faut composer nos équipes et surtout les équipes dirigeantes de couleurs variées. Il est évident que sur certains profils, on va avoir besoin davantage de bleu, d'autres de vert, d'autres de jaune ou de rouge. Moi, je crois assez à l'association des profils complémentaires et sachant que vous serez un régulateur, en fait, parce qu'en connaissant, à tant soit peu, la composition de votre équipe, vous serez en mesure de pouvoir vous appuyer sur le bon profil en fonction du contexte que vous traversez. Donc peut-être le premier truc, c'est savoir sa couleur. Je vais laisser la parole à Perle qui va nous montrer justement quelques outils pour que vous, en tant que manager, vous puissiez déjà vous le faire à vous et pourquoi pas faire l'appliquer à votre équipe. Et juste APM, tu nous rappelles l'acronyme, Philippe? Ça fait 2-3 fois que tu l'utilises. C'est l'Association pour le progrès des managers. C'est ouvert aux directeurs généraux et présidents de société. Ok, merci. Vas-y Perle, on t'écoute pour que tu nous donnes ces fameux outils. Yes, merci Grégoire. Donc oui, en effet, je rejoins un peu ce que tu disais, Philippe, sur… alors, je présentais 2 petits outils, on va les présenter très succinctement pour ne pas avoir le temps de les balayer de manière très approfondie, mais ça peut vous donner des idées pour vous. En fait, déjà, la première chose, c'est que les 2 outils qu'on va évoquer, qui est le modèle DISC, que tu as peut-être pu voir, toi, Philippe, qui est surtout sur cette notion de couleur, et puis le MBTI aussi, qui est sur vraiment la personnalité. La première chose qu'il faut retenir, c'est que ces tests-là, ce qui est très important, c'est le débrief que vous allez en faire avec les personnes qui les réaliseront ou avec vous-même. En fait, un test tout seul n'a aucune valeur tant qu'il n'est pas analysé, compris et partagé avec la personne qui l'a réalisé. Bon, en tout cas, c'est vraiment ma conviction personnelle. L'un des premiers qui est souvent abordé, qui n'est pas un test de personnalité, DISC, c'est plutôt un test d'évaluation personnelle du style de communication et du style de comportement, donc rien à voir avec ni le QI ni la personnalité. Et il y a 4 types de comportements, de profils qui ont été établis, le dominant, l'influent, le stable et le conforme ou le consciencieux. Et chacun, en fait, va avoir des formats de réaction, des formats de communication avec les interlocuteurs. Ce qui est important, c'est peut-être que vous, en tant que manager, vous sachiez déjà dans quel profil vous vous trouvez, déjà pour savoir comment vous êtes amené, vous, à réagir à certaines manières, à communiquer aussi avec vos interlocuteurs, et savoir comment dans vos équipes, finalement, ces personnes se retrouvent. Est-ce qu'on est plutôt sur des personnes à caractère dominant, donc qui vont être plutôt des fonceurs, des rapides, des gens assez indépendants, ou plutôt des personnes qui sont sur la partie un peu plus stable, donc plutôt attentionnées, qui vont chercher les interactions humaines,
plutôt dans la coopération et qui vont être très vigilantes à la partie fiabilité et l'attention portée aux autres. Donc, rien que le fait de pouvoir avoir un petit peu ces items dans vos équipes permet d'avoir un peu la coloration globale et de savoir comment réagir face à une personne avec laquelle vous êtes en interaction. Donc, si vous voulez creuser un petit peu, on verra après si on se focalise en fonction de vos besoins sur des masterclass vraiment dédiés à ces outils-là. Vous pouvez aller voir sur le site de Profil4, en fait, qui est le site qui, je vous mettrai les petits liens après dans le chat, qui propose de faire passer une première partie de test. Je pense que surtout, ce qui est très important à ce moment-là, c'est la manière avec laquelle vous présenterez ces outils qui sont vraiment des outils de discussion, d'ouverture à la discussion avec vos collaborateurs et de vous pouvoir avoir ces petites colorations. Après, c'est vrai qu'on avait moi j'ai eu pas mal dans les ateliers des questions sur la personnalité de vos collaborateurs. Donc, j'en ai profité pour vous faire un petit topo sur le MBTI. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent sûrement connaître. C'est en fait le test de personnalité extrêmement connu dans le monde parce qu'en effet, il est résultant de 40 années d'études de Myers-Briggs, qui est une psychologue avec sa fille qui a travaillé vraiment sur le profiling des personnes et vraiment l'analyse des personnalités. Et cette étude a permis d'établir 16 personnalités confondues qui sont basées sur 4 types de questions. La première, c'est vraiment quel est mon mode d'action, parce qu'on est dans le jugement ou la perception. Avec ce mode d'action, comment je recueille l'information, parce que je suis plutôt sur une sensation ou une intuition. Comment je prends mes décisions, plutôt avec mes pensées ou plutôt avec mon ressentiment, mes sentiments. Et où je puise mon énergie. Est-ce que je l'appuie plutôt à l'extérieur, donc extraverti, ou à l'intérieur, introverti? Alors attention, quand on dit bien puiser son énergie, c'est pas forcément être extraverti, c'est pas prendre beaucoup d'espace, être parler fort ou des choses comme ça. C'est vraiment la capacité d'aller chercher son énergie dans des expériences externes. Alors que l'introversion, c'est plutôt trouver au bien de ses souvenirs ou de ses émotions internes son énergie. Donc, c'est souvent extraverti, introverti, on peut avoir des petits écarts. Et pareil, je vous ai mis le petit lien où là, pour le coup, gratuitement, vous pouvez réaliser le premier test, déjà juste pour vous aussi, savoir un petit peu quel est votre type de personnalité qui est la plus prédominante chez vous. Et bien sûr, je mets toujours un petit peu des guillemets à ces tests parce que pour moi, la phase la plus importante, ça va être l'analyse que vous allez en tirer pour mieux vous connaître et du coup pour mieux interagir par la suite avec vos interlocuteurs. Donc, n'hésitez pas à ces petits liens-là, c'est une première piste et puis on verra en fonction de vos besoins. N'hésitez pas aussi en fin de masterclass à nous redire si vous voulez qu'on creuse sur des masterclass vraiment spécifiques aux outils de la personnalité. Ok, top. Merci beaucoup, Perle. Moi, je revenais, Philippe, sur tu nous parlais de cette manière de l'importance de capter le ressenti. Alors, tu disais, toi, le matin, quand tu arrives à sentir les choses, quand quelqu'un va pas bien au bout de 2-3 jours, mais quel conseil tu peux donner aux managers Up Together pour qu'ils se mettent dans cette posture de recevoir? Parce que c'est vrai que là, on est dans une masterclass. Les managers Up Together sont des managers qui prennent du recul et de la hauteur par rapport à leur fonction et voilà, qui sont déjà dans cette ouverture. Mais quand on est dans le jus de la semaine, qu'on est pris par la to-do list qui est grande comme le bras et que voilà, le collaborateur, il sent bien qu'il ne veut pas trop nous déranger. Comment toi, en tant que manager de haut vol, tu te mets en posture d'écoute pour que les gens viennent vers toi, soient à l'aise pour te parler et que tu puisses capter ce ressenti et ces émotions? Alors c'est assez particulier parce que moi j'ai connu beaucoup d'étapes en fait dans l'évolution de mon profil professionnel au travers d'une seule expérience professionnelle, puisque j'ai toujours été que chez Proginov en fait. Et donc on voit les gens évoluer autour de soi et beaucoup aujourd'hui dans l'entreprise m'ont vu arriver comme stagiaire. Donc en fait le rapport aux autres est un peu spécial. J'ai coutume de dire moi que je suis un président en libre service, à savoir que tu parlais, Grégoire, de se mettre à la disposition et à l'écoute. Mais je pense que c'est avant tout. Ça peut être dangereux, ça, Philippe. Ouais. Alors après, ceci dit, moi je trouve que on parlait des personnalités tout à l'heure. N'oubliez pas qu'il n'y a qu'une seule personne sur 5 dans ce bas monde qui était habitée par le gène de l'aventure. J'ai appris ça à l'APM. Je ne savais pas qu'il y avait un gène de l'aventure, mais ça a été prouvé scientifiquement. Et donc, moi, je dois faire partie de ces gens-là certainement. Et donc, je suis assez joueur pour laisser mon agenda effectivement ouvert à tout le monde et que chacun puisse me solliciter pour
soit leur apporter mon point de vue, soit se réconforter sur un choix qu'ils s'apprêtent à faire. Mais la présence en fait que nous avons, eh bien, il faut ne pas oublier qu'on doit se mettre au milieu du jeu. C'est hyper important. Cette notion en fait de direction à l'étage ou dans sa tour d'ivoire, c'est quelque chose qui est complètement antiproductif, quoi. C'est contre-productif. Être auprès de ses collaborateurs, c'est avant tout partager déjà leur quotidien et savoir ce qu'ils font tous les jours. Et à partir du moment où vous savez ce qu'ils font tous les jours, eh bien, vous êtes en mesure de pouvoir leur demander comment ça va réellement. C'est pas un comment ça va de façade, c'est voilà, tu devais sortir tant de pièces cette semaine, est-ce que tu es au rendez-vous? Parce que vous partagez des objectifs en commun, mais parce que vous avez été clair sur les objectifs aussi vis-à-vis de vos collaborateurs. Vous ne pouvez être clair sur un objectif qu'à partir du moment où vous vivez intensément l'activité de vos collaborateurs. Alors, c'est un peu spécial d'être en libre service parce que parfois, on peut venir vous chercher sur des sujets qu'on pourrait considérer comme étant subalternes, mais il n'y a pas de basse-tâche dans ce monde. Et puis parfois, on va vous solliciter pour de la R&D ou sur de la vision à terme sur un marché, sur de la diversification. Et bien sûr que c'est là aussi très intéressant. Donc, je pense que déjà, si vous mettez à la disposition de vos collaborateurs, naturellement, eux, ils vont venir vous chercher et vous serez là en mesure de prendre les ressentis. Quand vous intervenez dans une réunion pour laquelle ils vous ont sollicité, surtout ne prenez pas le leadership de la réunion. Laissez-les mener leur mission. Laissez-les se prendre des murs, laissez-les chercher les solutions par eux-mêmes lors des formats de réunion. Parce que quand vous êtes leader tel que vous l'êtes aujourd'hui, eh bien, vous avez autour de vous, dites-vous bien que vous avez autour de vous plein de moutons qui sont prêts à vous suivre. Mais ça, c'est pas ça qu'on a. Enfin, les entreprises n'ont pas besoin de ça. Les entreprises ont besoin de trouver des solutions par les gens de terrain. Et c'est ça qui fait vraiment la valeur des entreprises françaises, c'est que les sachants, ceux qui font tous les jours, puissent trouver des solutions qui soient pérennes en termes de résolution de problèmes. Ensuite, lorsqu'ils viennent vous chercher fin de réunion, alors vous pouvez émettre votre avis. Si vous voyez que la réunion n'aboutit à rien, dans ces cas-là, vous redistribuez les cartes en disant « Bon, là, écoutez, on n'a pas été hyper productif sur ce coup-là, on s'y est peut-être pas très bien pris, il faut peut-être retravailler différemment ou avec d'autres personnes, ou revoir un fournisseur, ou retravailler avec le logisticien, sous-traitant, enfin peu importe, il y a toujours des solutions à chaque problématique. Mais vous arriverez à la fin, une fois que vous aurez vraiment tamisé au maximum les solutions qui pouvaient venir de l'interne. Et à ce moment-là, quand vous les mettez en train de brainstormer en interne, c'est là où vous voyez le ressenti réel, parce que vous allez voir les gens qui sont agacés par les uns ou par les autres. Vous allez voir aussi peut-être des précarités défendus par des uns, manquant clairement d'objectivité. Et donc, d'une certaine manière, vous, en tant que manager, vous allez pouvoir vous dire « Mais attends, lui, je ne comprends pas. En fait, il est arc-bouté sur sa position, mais en fait, ce n'est pas ça dont a besoin le collectif. Ce n'est pas ça dont a besoin l'entreprise. » Et donc là, vous allez percevoir beaucoup, beaucoup de ressentis en vous mettant en observateur, tout en étant très actif dans le quotidien pour pouvoir bien percevoir de quoi on parle. Et puis, à la fin, vous allez pouvoir arbitrer. Voilà. Ok. Et l'ouverture de l'agenda, ça c'est un petit truc qui peut paraître anodin, mais qui symboliquement est très fort, je trouve. Laisser son agenda ouvert à son équipe pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre les rendez-vous et ça responsabilise. On va passer au temps de... Juste un tout petit point, Grégoire, excuse-moi, sur cette histoire d'agenda. Ta vie professionnelle, elle est composée à la fois d'éléments hyper centrés par rapport à ce dont tu as besoin toi, en termes d'indicateurs, en tant que manager, et puis la mise à disposition de ta compétence pour les autres. Et finalement, la spontanéité, laisser place à la spontanéité pour que les gens te sollicitent. Et s'ils te sollicitent, c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que tu es légitime. Et sur les rendez-vous dont tu as besoin pour te nourrir, d'accord, moi, ce que je fais, c'est que je ritualise les rendez-vous absolument nécessaires. Donc, le lundi matin, je commence à 8h avec ma chargée de com pendant 1 heure. Ensuite, j'enchaîne avec directeur commercial, directeur des ventes indirectes et mon assistante pendant 1 heure. Ensuite, je vois mes commerciaux pendant 1 heure. Ensuite, je vois ma juriste pendant 1 heure. Et le lundi midi, je suis en conseil d'administration, comme tous les lundis midi, avec les 11 membres de mon conseil d'administration qui m'entourent.
Et là, on a ritualisé, on a lancé la semaine avec les éléments dont on a besoin pour pouvoir structurer son action et on se met à disposition. Avantage de cette situation, c'est que vous ne pouvez jamais laisser dans un des éléments absolument fondamentaux qui vous entourent pour avancer, vous ne pouvez jamais laisser une information hyper importante vieillir plus d'une semaine. Donc, je vous encourage les uns les autres qui écoutez à ritualiser vos points de repère, ce qui fait qu'à un moment donné, peut-être pendant une semaine, vous aurez été en déplacement, il y a des choses qui vous auront échappé, mais de toute façon, comme vous avez ritualisé vos points de respiration, eh bien, vous serez forcément informé à un moment donné sur quelque chose qui était important. Top, c'est génial. Merci pour ces conseils, c'est chouette, c'est bien concret. Sachant que, avant qu'on passe au temps 2, et je souhaite bon appétit à ceux qui sont en train de manger, je vous vois tous en visio, c'est la magie de Zoom. Bon appétit Véronique. Deux petites questions, et vraiment après on passe au temps 2, c'est en une phrase, à partir de, Damien nous demande, quand est-ce que tu as mis en place Miracle chez Proginov, c'est-à-dire en taille d'entreprise? On a beaucoup de startups chez Up Together. À partir de quand tu as mis ça en place? On a un truc assez fondateur chez nous qui est là aussi ritualisé, mais on ne peut pas le faire tous les ans parce que ce serait trop compliqué et trop rebattre les cartes à chaque fois. On fait un séminaire d'entreprise tous les 3 ans. Et pendant 3 ans, en fait, on se nourrit des propositions faites par l'ensemble des collaborateurs, nous en tant que dirigeants, pour pouvoir accéder en fait à des réponses aux craintes qu'ils peuvent avoir, prendre des dispositions pour améliorer les choses, soit en termes de qualité, soit en termes de relations clients. Et en fait, l'évaluation d'un collaborateur en méthode miracle, c'est venu parce qu'à un moment donné, sur un séminaire, des collaborateurs nous ont fait clairement comprendre qu'on n'était pas assez en focus sur eux et sur leur évolution. Et que parfois, on leur signifiait des bons points, on leur signifiait aussi des mauvais points. Puis après, en France, on a coutume de dire que souvent on dit plus les mauvais que les bons points. Et ils ne savaient plus où se repérer et comment se repérer. Et donc là, en fait, on a fait quelque chose qui laisse une vraie trace. Et on a commencé ça il y a maintenant 6 ans. Et vous étiez combien à l'époque? Il y a 6 ans, on devait être 120, 130 par là. Ok, cool. Merci beaucoup. On va passer au temps 2. Alors là, gros sujet. Je vais pas vous citer parce que vous êtes vraiment nombreux. C'est beaucoup d'entre vous nous posent plein de questions, nous demandent de les accompagner dans les ateliers sur comment je gère quand j'ai un conflit en tant que manager avec d'autres managers en interne, les conflits inter-équipes. On parle souvent, un manager, c'est manager son équipe, mais c'est aussi manager soit les autres managers qui sont, entre guillemets, à notre niveau, voire c'est N+1. Donc là, on va parler des managers qui sont à notre niveau. Alors, peut-être en préambule, peut-être faire la différence entre... pour moi, il y a vraiment les conflits qui sont structurels où vraiment il y a 2 blocs, il y a 2 équipes qui s'affrontent, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas les mêmes enjeux, voilà. Et après, il peut y avoir des conflits de personnes, entre 2 personnes dans 2 équipes qui ne sont pas les mêmes. Voilà, alors, tu l'as abordé tout à l'heure, Philippe, peut-être en préambule, toi, c'est l'importance de comment doit se situer dans ces conflits le manager. Est-ce qu'il doit se mettre en retrait? Est-ce qu'il doit être au centre du jeu? Est-ce qu'il doit vraiment se mettre en avant? Voilà, c'est déjà pour commencer. Et après, toi, très concrètement, il y a 2 managers de 2 équipes qui sont en train de se... il y a vraiment un gros couac. Comment tu réagis et comment tu fais? Okay. On n'échappe pas à la règle chez Proginov. Il y a forcément des moments de chauffe, des moments d'incompréhension, peut-être dû à une surcharge d'activité parfois. Et donc, en fait, ça met de la pression sur les équipes. Premier point, si vous êtes bien ancré dans le quotidien de vos équipes, vous êtes forcément beaucoup plus armé pour pouvoir apporter un arbitrage. D'accord ? Donc ça, c'est un point essentiel. N'oublions jamais aussi la notion de management ascendant-descendant, à savoir que vous êtes, vous, en situation de manager des collaborateurs, mais ces collaborateurs vous managent aussi, parce que d'une certaine manière, ils vous font passer des messages tous les jours. Et donc, il y a cette notion assez subtile, ce qu'on appelle communément les signaux faibles, et il faut s'en nourrir. Il ne faut pas qu'ils restent trop longtemps faibles, parce qu'en fait, au bout d'un moment, ils sont encore plus compliqués à traiter. Néanmoins, quand un affrontement arrive, d'abord, je crois assez peu
à l'affrontement ferme de deux équipes entre elles. Je crois que c'est assez souvent quand même porté par des personnalités à l'intérieur des équipes. Et donc, quand on est en situation d'affrontement ou d'incompréhension entre deux équipes, on ne peut pas imaginer régler la chose uniquement par mail. Enfin, chez Proginov, moi, par exemple, j'écris que assez rarement des mails. Je préfère largement aller voir les gens, leur passer un coup de fil, mais on ne résout rien par le mail. On ne fait qu'envenimer les choses. Et donc, l'idée, c'est de dire, OK, il y a une incompréhension, les gars. Donc, il y a deux chefs d'équipe, on est d'accord, qui ont été légitimés pour le faire et pour être manager. Parfait. Les gars, il y a un souci, ça ne se comprend pas. On se fait un point entre nous. Ce point, on ne le fait pas qu'avec eux. On leur demande de choisir dans leur équipe des profils qui sont en connaissance des impératifs métiers, qui sont a priori à la source, on va dire, des conflits relationnels ou d'organisation. Mais on va aller chercher des gens dans cette équipe-là qui ne sont pas des profils trop basés sur l'affect, parce qu'autrement on n'avancera pas. Donc, encore une fois, ça rejoint un tout petit peu l'assertivité, c'est-à-dire que l'affect, il faut s'en méfier, vraiment, comme le lait sur le feu, parce que ça peut faire dire des choses extraordinaires, comme ça peut tout casser aussi très rapidement. Donc, on a les responsables d'équipe, parce que sans les responsables d'équipe, vous ne pouvez pas régler un problème. Ensuite, vous mettez à leur côté des collaborateurs dont on sait qu'ils sont en compétence, mais qui ne sont pas dans l'affect, et donc ils ont une certaine ouverture d'esprit. Et vous mettez tout ce monde-là dans la même réunion. Encore une fois, là, pour le coup, on vous a sollicité parce qu'il y a un problème. Vous posez le débat d'entrée de jeu et après, vous observez. La tactique du silence, quand on est manager, elle est absolument géniale parce qu'elle permet vraiment aux uns et aux autres de pouvoir, comment dirais-je, laisser le temps de l'expression, de l'incompréhension, d'affiner les incompréhensions et les soucis latents. Et finalement, en cherchant bien, vous arrivez assez rapidement à trouver une situation d'équilibre entre les différents intervenants, chefs d'équipe et les collaborateurs moins dans l'affect. Et on se rend compte que souvent, ce sont les mêmes noms qui reviennent, d'un côté comme de l'autre, puisqu'en fait, toutes les équipes ont forcément des sujets qui sont qui peuvent être héritables, même s'ils sont des bons professionnels, et puis ou qui considèrent qu'ils ont la vérité absolue et qu'ils la détiennent. Et une fois qu'on fait exprimer la chose, alors les collaborateurs, chefs d'équipe et collaborateurs de l'équipe qui sont présents, on leur dit, écoutez, comment on pourrait faire pour améliorer la chose? Et c'est eux qui apportent là aussi les solutions, c'est eux qui se mettent en réflexion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer, parce que vous êtes en situation de manager, que vous avez la baguette magique à tous les mots qui vont se présenter à vous dans votre carrière et donc dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Ce qui est bien plus puissant, c'est la solution qui aura été légitimée et donc celle qui aura été co-construite entre les équipes pour pouvoir effectivement ne plus avoir le problème pour lequel on a appelé votre arbitrage. Et pour animer ces points, Philippe, on a un mot très à la mode et qui est déjà revenu 2 fois depuis le début de cette masterclass, c'est l'assertivité, cette manière un peu de dépassionner les choses. Est-ce que toi, tu peux nous dire comment, alors pas nous donner une définition de ça, parce qu'en plus, on va passer la parole à Perle et après qui nous fera un petit point sur ces outils et comment traiter ces conflits, enfin quelques outils. Mais toi, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot assertif et comment tu l'expliquerais avec tes mots à nos managers up together? En fait, pour moi, la première chose dans l'assertivité, c'est ne pas laisser pourrir une situation, déjà en premier lieu. Oser poser des questions qui a priori dérangent, mais le faire en ayant un respect absolu pour la personne a priori avec laquelle vous êtes en opposition ou vous ne partagez en tout cas pas le même point de vue et se dire bon, ok, elle est comme ça et on n'y arrivera pas. Non, il ne faut pas partir vaincu parce que sans quoi, autrement, on n'abordera jamais les problèmes. Donc, il faut oser, mais avec un grand respect de l'autre. Et je trouve que, alors, dans certains cas, ça peut être vu comme étant un peu de une forme, pas de machination, mais on peut considérer qu'il pourrait y avoir un peu de manipulation. Et alors, c'est assez marrant parce que dans le cadre de l'APM,
on a vu sur une journée entière quand même, on a fait une journée entière sur l'assertivité pour vous dire à quel point c'est puissant. Et dans un test que nous avons fait, un peu à l'image des tests de personnalité sur les couleurs, on a pu voir à quel point assertivité et manipulation peuvent être assez proches. Alors, il faut se mettre d'accord. Quand on parle de manipulation, souvent c'est à connotation négative. Eh bien, l'experte qui était présente et que nous avons eu la chance d'avoir pour une journée, nous a clairement dit, attention, une bonne manipulation, ça peut être tout à fait bienveillant et ça permet là aussi de faire avancer les choses sans a priori manquer de respect aux gens qui sont effectivement concernés par la question. Donc, bon, il faut faire très attention à la manipulation, mais si c'est une manipulation bienveillante et dans l'intérêt du collectif, alors oui, on peut le faire aussi. Voilà, il faut avoir ça à l'esprit. Ok, et juste alors, sur l'aspect, donc on a fait cette réunion, on prend ce recul bienveillant, et après, qu'est-ce qu'on fait quand on en sort en termes de partage, de retour d'expérience? Toi, quelle est la communication qui est faite post-conflit, et notamment, moi j'ai envie de dire, quand on sent un peu que le souci venait de son équipe, est-ce qu'il faut quand même, en tant que manager, on a tous envie de garder entre guillemets la tête haute vis-à-vis de notre comité de direction, de dire que c'est pas nous qui avons merdé. Voilà, toi aussi en termes de communication post-crise ou quand c'est réglé, quel est ton conseil? Souvent, en fait, on m'appelle pour ce genre de posture. Donc, effectivement, nous, en tant que dirigeants, c'est à nous aussi de savoir communiquer après. Quand deux chefs d'équipe et les collaborateurs de chacune des équipes ont réussi à trouver une solution, on fait une espèce de retour d'expérience. Et là aussi, il faut être très assertif, à savoir très factuel dans le retour d'expérience sans vouloir illustrer un souci et l'associer en tous les cas à une personne, parce que ce serait une erreur évidemment de management, une erreur aiguë. Donc, on peut parler par exemple de circonstances de charge, on peut parler d'incompréhension, on peut parler du souhait de bien vouloir faire et malgré ça, il y a eu de l'incompréhension dans une autre équipe. En fait, il y a plein d'éléments qui permettent souvent de dépassionner le débat pour tout simplement ramener les choses à quelque chose de très concret et puis pouvoir donner la solution trouvée. Et cette solution, elle n'est pas non plus miracle, elle est sortie en fait du brainstorming des équipes entre elles et elle est forcément bonne parce qu'elle a été légitimée puisqu'elle est co-construite. Et donc là, on peut être avec nous en tant que dirigeant, on est souvent appelé effectivement à donner de nouvelles orientations qui sont rendues nécessaires parce qu'il y a trop d'incompréhension à un moment donné, mais ça, c'est le job, pour le coup, là, du dirigeant. Ok, top. Merci beaucoup. On va, avant de passer à la dernière partie sur l'équilibre vie pro, vie perso, je voudrais laisser la parole à Perle sur les petits outils ou je crois qu'elle a repéré des vidéos et aussi pour vous accompagner pour régler ces conflits d'équipe. Yes, merci Grégoire. Donc en effet, l'assertivité, on entend beaucoup parler d'assertivité ces derniers temps. En fait, c'est pas tout à fait nouveau. C'est quelque chose qui remonte déjà depuis quasiment le début du XXe siècle. Et pareil, ça a été beaucoup travaillé par les psychologues. En fait, moi, si j'avais à synthétiser le comportement assertif, c'est vraiment le fait d'assumer ce qu'on est, ce qu'on fait et ce qu'on dit, dans le respect de sa propre personne et de celle des autres, dans une relation de complète réciprocité et qui implique à la fois une bonne maîtrise de soi. Donc, le petit bien se connaître sa personnalité, c'est extrêmement important dans l'assertivité. Et une intention d'inscrire une démarche positive. Vraiment, être dans le côté positif. Donc, moi, je résume un petit peu ça que j'avais vu ça un petit peu sur l'assertivité. Le fait que c'est vraiment basé sur 3 grands piliers. Une attitude qui est affirmée. Donc, assert, ça vient de l'anglais et c'est vraiment affirmer ce qu'on pense. Alors, c'est vraiment plutôt quand on ne prend pas la vision du manager ou de la direction qui doit traiter un conflit, mais quand nous-mêmes, on se trouve dans cette situation de conflit direct en tant que manager. Une attitude où on affirme ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu, positive, le côté vraiment positif. Deuxième pilier qui est vraiment être dans une communication honnête, efficace et bienveillante. Et être dans un échange constructif, ce qu'on appellerait win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant. C'est vraiment pas tirer son épingle du jeu. Et l'idée, c'est vraiment de contrecarrer 3 types de réactions qui sont finalement très naturelles chez tout individu lorsqu'on se trouve devant une situation de conflit, qui est
soit la soumission ou la fuite, on appelle ça aussi, c'est-à-dire vraiment le fait de on se met en retrait et en fait je dis rien de ce que je pense et je me tais. Donc ça, finalement, ça crée aussi beaucoup de ressenti et ça ne permet pas de sortir de cette situation conflictuelle. L'agression, c'est aussi un autre mode de communication qui est d'aller vers l'avant et de tout de suite réagir à une situation par l'accusation ou en agressant l'autre personne. Et la manipulation, alors Philippe t'en a extrêmement bien parlé, c'est vrai que souvent on arrive, il y a une petite limite qui est assez fine entre le fait d'être assertif ou être dans une forme de manipulation, tant que la démarche est authentique. C'est-à-dire qu'on a une réelle authenticité dans la démarche de je dis ce que je pense, je te laisse l'espace d'exprimer ce que toi tu penses et ce qui s'est réellement passé dans une côté vraiment authenticité. On n'est pas forcément dans cette manipulation. Après, si la personne en face n'est pas dans une dynamique assertive, on peut être amené à utiliser pour le bien de cet exercice d'assertivité des outils qui vont l'amener, lui, à être dans cette situation d'assertivité. Ce qui pourrait avoir tendance à ressembler à de la manipulation. Mais tant que ça reste pour le bien de l'exercice et pour arriver à la fin à une attitude positive concrète et constructive, on est plutôt dans quelque chose qui est plutôt de l'assertivité. Moi, ce que je voulais vous proposer comme point de réflexion, c'est plus quand vous trouvez vous-même dans une situation de conflit, vous êtes le manager, il y a le manager de la BU d'en face qui, lui, a indiqué des choses à son équipe et là, vous n'êtes pas en accord. Souvent, on dit qu'il y a 4 petites étapes pour s'aider à se mettre en position d'assertivité. La première, c'est vraiment établir les faits. Philippe en a très bien parlé, c'est vraiment, on se rapporte aux faits qui se sont passés, sans jugement, sans interprétation. Et là, je fais un petit appel pour les personnes qui connaissent les accords Toltec. Ne pas interpréter ce que les gens ont pu dire, ce qu'ils ont pu faire. L'interprétation, c'est la plus grande source de naissance d'un conflit ou d'une rancœur intérieure. Donc vraiment, et parler au jeu. Souvent, on prend l'exemple de votre conjoint rentre tard le soir, il devait rentrer le lendemain, finalement il est rentré le soir, vous entendez une porte claquer, ça vous réveille, vous êtes un peu stressé, vous descendez, vous dites tu as claqué à porte, tu as fait du bruit. Ok, on prend un peu de recul, c'est j'ai entendu une porte qui a claqué, j'ai eu peur. Est-ce que lui a voulu la claquer ou pas? Parlez vraiment en votre propre nom plutôt que d'accuser forcément les personnes. Donc, c'est un premier conseil. Le deuxième, ça peut être aussi, une fois qu'on a établi les faits, faire part de votre ressenti. Donc, en effet, il y a 4 grands types, 4 à 6, ça dépend, selon Ekman, on en a 6, des émotions principales et après qui se décrivent en plusieurs sous-émotions. Voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est pas « tu m'as fait peur », c'est « j'ai eu peur ». La personne n'a pas forcément voulu vous faire peur, mais on a ressenti la peur. Puis, exprimer un réel besoin. Un besoin et faire une demande explicite. J'ai besoin, quand tu rentres, que ce soit calme ou que tu me dises que tu vas rentrer plus tôt. Parce que sinon, je peux avoir peur. Et puis après, valider avec votre interlocuteur, est-ce qu'on peut être d'accord sur notre fonctionnement désormais sur ce point-là? Tu me préviens avant de rentrer, comme ça, moi, je n'ai pas peur et je sais que tu rentreras. C'est un petit exemple de la vie quotidienne. Mais c'est vraiment ces 4 petites étapes qui peuvent vous aider à avoir un comportement un peu plus assertif et que vous pouvez aussi présenter à certains de vos collaborateurs où vous sentez que des fois, c'est des comportements un peu chauds ou des personnes qui vont être tendance à être dans l'agression, la manipulation ou même la fuite, c'est-à-dire les collaborateurs qui ne vont pas vous parler, qui vont dire « Ah non, c'est moi, je suis désolée ». Proposez-leur vraiment ces petites étapes qui aident au fur et à mesure qu'elles sont pratiquées. Et ça, c'est comme un sport. Plus ça se pratique, l'assertivité, plus on rentre dans cette dynamique pour vraiment être dans une bonne dynamique d'assertivité. Et enfin, le petit conseil que je voulais vous donner, c'est une super TED que moi j'ai regardé il n'y a pas longtemps d'Adam Kalinski. En fait, Adam Kalinski, c'est un speaker de TED qui est négociant international et qui donne en fait pas mal de tips pour vraiment comment bien s'exprimer et quelles sont les marges de manœuvre qu'on peut avoir en fonction de son pouvoir. Et il fait en fait un lien très fort entre l'assertivité dont on doit faire appel et le pouvoir qu'on peut avoir avec les personnes. Donc je vous invite, je vais vous mettre aussi la petite référence dans le chat. Je vous invite du coup à la regarder pour du coup vous améliorer sur cette partie de vraiment comment s'exprimer et quelles sont les différentes clés et outils qu'on peut avoir pour adopter un comportement plus assertif. Top, merci Perle. Grâce à Up2Gether, on manage ses équipes et son couple, donc c'est formidable. Philippe, tu as disparu, tu es toujours avec nous? Ouais. On arrive sur la dernière ligne droite de cette masterclass. Alors c'est souvent on croit que c'est un peu le côté un peu rigolo du manager, c'est comment je manage ma vie pro et ma vie perso. On croit toujours que c'est quelque chose un peu d'à côté et on se rend compte à quel point
on peut avoir du mal de temps en temps à se sortir les problèmes de la semaine qu'on a quand on rentre le soir, ou bien on se pose plein de questions sur est-ce que j'enquiquine pas trop mes copains ou mon conjoint avec tous ces problèmes-là. Et je trouvais ça intéressant. Moi, quand je t'ai rencontré, j'ai commencé par ça. Je trouvais que ta sérénité, t'étais très très rayonnant, et je me dis en fait ça a l'air super cool d'être manager de 250 personnes, voilà. Et puis voilà, donc je sais, pour les gens qui auront peut-être l'occasion de te voir en live dans une conférence ou autre, c'est vrai que voilà, quand tu arrives quelque part, il y a une belle énergie, et je trouvais ça intéressant que tu partages avec nous, toi, en tant qu'homme, pour le coup. Là, on parle plus de Proginov, c'est comment tu faisais la part des choses. Bon, alors, ça n'engage que Philippe Lantive, hein, mais je trouvais ça intéressant que tu nous dises, toi, la manière dont tu le faisais pour trouver cet équilibre qu'apparemment est plutôt pas mal pour toi. Ouais, alors après, c'est toujours un peu délicat de parler de soi-même, parce qu'en fait, ça appartient qu'à mon mode opératoire. Mais c'est vrai que je partage avec ma vie entre ma famille, bien sûr, en premier lieu, mon travail, et puis le monde associatif, parce que j'ai toujours été très ouvert en fait au bénévolat, à la fois sportif. Je suis élu dans ma commune en tant que conseiller municipal, et en fait, ça me permet de nourrir aussi une certaine curiosité. Et en fait, c'est vrai qu'au départ, quand on devient manager, je pense que les unes et les autres qui nous écoutent, on passe un palier et on se dit mais comment on va réussir à tout faire, quoi, en fait. Ça, c'est quelque chose. En tout cas, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, évidemment, dans mon évolution jusqu'à mes 46 ans maintenant. Et ça continue encore, parce que ça monte évidemment toujours en charge, et puis on n'a que deux bras, hein, donc on ne peut pas être partout. Il y a un point qui est hyper important, au-delà même de l'organisation, c'est de savoir arbitrer les choses, c'est de se dire, bon, ok, ça, je le faisais jusqu'à maintenant, mais il y en a d'autres qui arriveront bien à le faire largement aussi bien que moi. Et la délégation fait partie évidemment d'une certaine sérénité qu'on peut trouver aussi. N'oublions pas que quand on délègue, à chaque fois, on fait grandir les autres, et à chaque fois, c'est donc hyper positif. Moi, j'ai une forme de sas de décompression le vendredi soir. Je rentre à la maison, et en fait, je ne veux pas forcément abreuver ma femme ou mes deux enfants avec ce qui se passe voilà, chez Progy. Ma femme est professeure de mathématiques. Elle a aussi eu des moments moins glamour, on va dire, avec ses sixièmes ou ses quatrièmes. Dieu sait en plus si c'est compliqué à cet âge-là, les enfants. Moi, mes enfants ont 20 ans, 22 ans. Aussi, ils ont leur vie. Mais on essaye quand même de se faire quand même une espèce de transition où on est libre de dire les choses ou de ne pas les dire. Et souvent, moi, quand j'ai des emmerdes assez significatifs ou des cas marquants chez Proginov, je m'en ouvre quand même côté perso, parce que c'est toujours intéressant de sonder le regard des proches par rapport à ces problématiques dites professionnelles, et même des regards parfois un peu candides. Un enfant de 15 ans, un enfant de 16 ans, 17 ans, il a déjà une petite maturité, et au travers de ces questions, parfois vous trouvez des réponses. Et puis, bien sûr, au contact évidemment des amis, moi j'ai ritualisé, au même titre que j'ai ritualisé les rendez-vous importants chez Proginov pour moi, et bien j'ai aussi ritualisé l'apéro qui va bien le vendredi soir pour couper, quoi. Voilà. Et là, j'ai un pote kiné, j'ai un pote qui est chef d'équipe chez Airbus, et en fait, chacun parle de sa semaine, et ça fait du bien. Et le lâcher-prise est fondamental. Quand je suis l'intégration des nouveaux, vous avez un cycle d'intégration chez Proginov qui est assez complet, qui peut durer jusqu'à un mois. Et je suis toujours le dernier à recevoir les nouvelles promotions de nouveaux proginoviens. Et souvent, je les mets en garde par rapport au burn-out, en disant, mais le burn-out, en fait, c'est juste parce qu'en fait, à un moment donné, vous allez vous inscrire dans un stress chronique. Et l'être humain n'est pas fait pour vivre ça. S'il y a des personnes qui nous écoutent là et qui ont l'impression de ne jamais avoir de temps de respiration, ou jamais avoir le temps de, quelque part, de vivre avec une certaine un certain second degré, ce qu'on vit à titre professionnel, ou jamais décrocher sur l'autodérision ou autre, c'est pas bon signe du tout, hein, parce que là, vous allez vraiment vous planter. Et donc, je dis à mes jeunes collaborateurs qui rentrent, alors qu'ils n'ont même pas encore vraiment commencé à taffer sérieusement avec Proginov, je leur dis, préservez-vous, quoi, de ça. Parce que nous, ce qu'on recrute, c'est des profils en talent, qui ont réussi des tests,
qui sont forcément méritants, qui ont sans doute la bonne personnalité. Ça ne se vérifie pas à 100%, mais très souvent quand même. Et on sait bien que la charge de travail, l'incapacité à dire non, mais de façon assertive, encore une fois, ne pas se laisser marcher sur les pieds, ne pas dire amen à tout, ce sont des éléments fondamentaux. Mais surtout le lâcher prise aussi. Et le week-end, comme je suis le même chez Proginov qu'à la maison, ben, j'ai qu'une seule vie en fait. Moi, mon mobile, c'est le même pour Progi et c'est le même pour mon équipe de volley ou pour la mairie ou pour ma famille. Et bien finalement, on reste aligné, ancré sur qui on est, et puis on a besoin clairement d'associer du plaisir à tout ce qu'on fait. Si on n'associe pas le plaisir, alors là, c'est forcément pas bon. C'est-à-dire que ce soit dans un loisir, que ce soit au boulot ou que ce soit en famille, il faut que le plaisir soit central. S'il n'y a pas de plaisir, si vous surprenez à toujours ronchonner, à toujours voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, c'est pas terrible non plus. C'est-à-dire que là, on est face à quelque chose qui est pas bon. Donc surtout, lâchez prise, faites la fête, n'ayez pas peur de ça, et ça vous permettra effectivement buvez des bières le week-end avec vos copains. c'est quand même assez sympa. Tu crois que certains d'entre nous, on n'est pas fait pour être manager, tu crois, certains d'entre nous? Oui, bah, c'est la grosse erreur à la française, c'est-à-dire que notamment, et beaucoup dans la fonction publique, mais un petit peu d'une certaine manière aussi dans les très grosses entreprises, souvent on devient manager à l'avancement de carrière. Mais en fait, on n'a pas forcément en soi cette capacité à s'intéresser aux autres, la curiosité des autres, l'envie de faire avancer collectivement quelque chose. Et donc, on arrive à des choses absolument incroyables. Le pire étant évidemment dans la fonction publique, puisque l'avancement est essentiellement dû à l'ancienneté ou au concours administratif qu'on a réussi à avoir. Mais comme par hasard, dans le concours administratif, à aucun moment on va vous former au management. Alors, il y a des formations qui peuvent se faire. Mais quand même, si vous ne portez pas cet attrait de l'autre, si vous ne portez pas le fait de donner sans forcément attendre en retour, ça va être chaud d'être un manager ou un bon manager, ça c'est sûr. Top, merci beaucoup Philippe. Dites-moi, avant que Philippe conclue cette masterclass, je vais juste demander à tous les managers Up Together qui sont là de prendre 2 petites minutes. On va juste vous envoyer avec Perle deux questions, enfin 3 pour être très exact, qui sont super importantes pour nous, comme d'habitude, pour faire évoluer les masterclass. Vous nous demandiez plus d'interactivité, on essaie d'en donner un petit peu plus. Est-ce que vous pouvez répondre à ces questions? Alors, sur déjà, ce que vous avez pensé de cette masterclass dans un premier temps. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. C'est vraiment pour que nous, on s'améliore et après, on vous demandera peut-être un petit peu plus de détails sur vos commentaires. Donc, il y en a encore quelques-uns qu'on peut voter. Il y en a que 3, hein, je vous rassure. Donc, ça va pas être trop long, mais merci d'y répondre. Donc, la première, c'est savoir ce que vous en avez pensé. Et l'autre, c'est plutôt au niveau de est-ce que vous recommanderiez Up Together à un de vos collaborateurs, enfin, un de vos collaborateurs managers, un de vos collègues plus d'ailleurs qu'un de vos collaborateurs. Donc là, c'est important aussi, on va le lancer. Donc là, pareil, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. C'est super important pour nous que vous nous disiez si très honnêtement, vous le recommanderiez. 1, c'est très peu probable et 10, c'est sûr que vous le recommandez. Là, vous avez la machine à café et vous dites à vos autres collègues que c'est important. Et le dernier point, et là, vous allez juste le mettre dans le chat. Je vous laisse répondre à cette question sur la recommandation. C'est juste que vous nous disiez le seul point, et je ne vous demande pas d'en mettre qu'un, s'il y en a le point unique que vous souhaiteriez qu'on améliore pour la prochaine masterclass qu'aura lieu dans une petite quinzaine de jours, qui sera justement au niveau de l'onboarding. Comment est-ce qu'on onboard bien les collaborateurs un vrai sujet. Donc, ça, ouais, vaste sujet. Alors là, mais pour le coup, pour une première, on ne fait pas venir un manager, c'est vraiment un expert. Donc là, on tente aussi une nouveauté. Je vous l'annonce en primeur. C'est quelqu'un qui écrit des bouquins et qui bosse pour le réseau et entreprendre à Paris et qui a interviewé près de 400 managers et qui va vous faire part, lui, de tout ce qu'il a entendu et des beaux conseils. Donc là, je vous demande donc de mettre dans le chat. Perle va le taper.
c'est quel est le point à améliorer pour la prochaine masterclass. Et pendant que vous le tapez, Philippe, je vais te poser la dernière question qui est un peu le rituel qu'on demande à tous les mentors. C'est toi, si tu devais donner un seul conseil, et là je te prends à froid parce qu'on n'avait pas parlé, aux managers de la communauté Up Together qui sont entre souvent les directions, la stratégie, dans un marché qui bouge beaucoup, avec qui peuvent avoir des directeurs qui bougent beaucoup, ou dont les avis bougent beaucoup et qui sont avec les opérations. C'est quoi le conseil que tu leur donnerais pour être des bons managers? Et on vous laisse taper dans le chat le point à améliorer. Et merci encore pour tous vos retours. À toi, Philippe. Merci, Grégoire. La première chose, c'est de bien se connaître. Je pense que si vous connaissez bien, vous savez comment vous entourer et vous savez aussi quelles sont vos faiblesses et les éléments sur lesquels vous devez plutôt être resté en retrait parce que vous n'aurez pas forcément la meilleure attitude en fonction du contexte. Donc ça, bien se connaître, c'est un point essentiel. Rester fidèle à ce que l'on est. Je parlais tout à l'heure de l'aspect plaisir. C'est impossible d'être un bon manager si vous n'en dégagez pas un plaisir réel et si vous le subissez. Donc, surtout, le plaisir est au centre de la motivation d'un manager. Le plaisir des autres, plaisir de faire avancer un collectif, plaisir de partager évidemment des responsabilités avec l'ensemble. Et puis, j'ai envie de vous dire que la vie est passionnante. Et que quelque part, les unes et les autres, là, vous devez être dans des jobs super intéressants aussi. Et si ça n'est pas le cas, eh ben, partez, c'est pas grave. Ok, bon, ça, on va pas le dire. On va pas le dire à leur DRH. Mais non, mais vous serez pas aligné, donc vous ferez pas bien les choses dans ces cas-là. Donc, il vaut mieux partir et se donner une nouvelle chance. Bon, ben merci beaucoup. Une des valeurs de Together, c'est la transparence et l'honnêteté. On est en plein dedans. Un grand merci, Philippe, pour ton temps, d'avoir pris sur ton temps plus d'APM. Là, je sais que tu as sauté ton déj, c'est vraiment super. Pour ceux qui n'ont pas mis leurs commentaires, on compte vraiment sur vous pour le mettre. Et puis, on vous enverra le replay de la masterclass si vous voulez le transférer. Donc, salut Philippe, salut à tous. Et on compte sur votre pour votre petit message dans le chat sur le point d'amélioration. Salut à tous.